うん
aussi d'avoir, par exemple, vous voyez les poubelles de tri où il y a des ronds pour les canettes. Alors, quand on l'a fait à l'écrase-canette, ça ne rentre plus. Bon. Mais c'est un design qui a été créé pour permettre un certain comportement. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en laissant des bacs carrés, les gens, par exemple, ils mettaient les trucs recyclés alors que ce n'était pas recyclable dans la mauvaise poubelle. Mais en fait, le fait d'orienter le tronc, ça permet d'augmenter le taux de produits recyclés et de réduire le taux de défaut de tri. Donc, la conception orientée comportement soutenable, elle cherche à faire ce genre de choses. Elle cherche aussi à comprendre les comportements humains pour voir comment on peut plutôt aller dans le sens de leur manière de faire qui serait plus soutenable. La conception cradle to cradle, donc j'ai réussi à le placer juste avant pour éviter d'avoir à le replacer là. Le biomimétisme, je crois que je l'avais replacé hier aussi, donc c'est bon. L'approche du système de produits-services, on en a parlé. L'approche de conception de base de la pyramide, je crois que je l'ai placé aussi à un moment, donc c'est bon. La conception pour l'innovation sociale, bon, bah, c'est la même chose qu'on met innovation. Donc l'idée, c'est qu'on soit en plus pas complètement... l'innovation sociale, c'est l'idée de créer quelque chose de nouveau pour la société. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme terme. En fait, le terme progrès était beaucoup utilisé avant les années, on va dire, d'après-guerre, et il a été remplacé progressivement par l'idée d'innovation, sachant que le progrès, c'était un peu l'idée d'aller vers un idéal de société que l'on définissait de manière collective dans la société, alors que l'innovation, c'est l'idée qu'on ne définit pas cette idée de manière collective de qu'est-ce qui est mieux pour tendre vers, et qu'on est plus, du coup, là, dans l'amélioration incrémentale, le fait de remplacer une techno par une technologie plus high-tech, etc. Donc, le changement de vocabulaire a ses effets, et ça dénote une société qui a du mal à redéfinir la notion de progrès au travers de ce que ça suggère aussi. Bon, voilà, donc c'est un concept, enfin c'est à redéfinir. La conception systémique, donc voilà. Et puis la conception pour la transition vers la soutenabilité, c'est une transition plus par vision, auquel ça va être un de mes exemples. Et en plus, donc, les auteurs replacent ça sur une échelle temporelle en montrant un peu l'évolution des méthodes et des outils qui correspondent à ces surfaces bleues qui sont progressivement développées et qui ont leurs étendues. Donc, quand vous allez chercher dans la littérature pour trouver des méthodes et des outils, vous allez trouver tout ça. Ça va être énorme. Et ça fait on a besoin d'être un peu aidé pour les choisir, en fait. Par exemple, l'outil d'ACV, c'est un outil qui est clairement utilisé en éco-design, donc c'est en bas à la gauche, mais qui peut avoir des effets après plus global. On commence à parler on a parlé de l'ACV social, qu'est-ce que ça veut dire en fait? L'ACV de produits-services système, donc comment on vient prendre en compte les impacts environnementaux dans un changement de business model, et quel business model du coup? Et l'intégration de l'infrastructure. Tout à l'heure, on a parlé de l'ACV notamment absolue dans la limite planétaire. Donc, du coup, ça supposerait que l'outil d'ACV peut être situé au niveau socio-technique. Voilà. Donc, vous voyez qu'en plus, un outil d'ACV qui a été développé dans les années 90 n'aura plus la même signification mis à jour dans les années 2025, quoi. Bon, voilà. Donc plus ça va, plus en fait l'intervention du scope en fait du design, là, ce que montrent les auteurs à la fin de l'ouvrage en conclusion, c'est de montrer que plus ça va, plus on s'oriente vers la nécessité de la conception d'être carrément d'être plus human-centered et techno-centered, mais carrément d'être earth-centered. Donc, c'est-à-dire de prendre en compte les limites planétaires dans ce système. Donc, bon courage. Mais voilà. Ça fait un peu l'ingénieur comme étant Dieu sur Terre, et c'est pas ce que j'essaie de véhiculer là. Hein. Parce que c'est-à-dire que c'est tout, sa société, c'est pas que l'ingénieur. C'est lui permettre de collaborer avec d'autres personnes pour justement pas faire des choix, pour faire des choix plus éclairés. Quoi. Enfin, faire des choix, en tout cas, qui sont des choix de modèles qu'on a envie de définir ensemble au sens de William dans l'éthique de l'ingénierie.
Donc, pourquoi est-ce que la Design for Sustainability nécessite d'être un peu remise en perspective dans toutes ces méthodes et ces outils? C'est justement pour accompagner les remises en cause un peu radicales des modes de consommation et de production. Parce que là, on voit que on arrive à un effet un peu de locking, un blocage. Et donc, quand on voit les méthodes de Design for Sustainability qui existent, on se dit que quand même, il y en a pas mal qui n'ont pas été expérimentées et que l'on voit émerger dans les initiatives locales, notamment au travers de tout ce qu'on appelle les grassroots initiatives, au travers des communautés du Low-Tech Lab, des hackers, des recycleries, des Fab Labs, tous ces réseaux informels qui questionnent en fait la manière de concevoir des produits et des systèmes. Et souvent, en tout cas, de la part de ces communautés, ils refusent aussi, d'une certaine manière, l'aspect un peu préemptoire de l'usage d'une méthode ou d'une technique qui a été développée pour et par les industriels, et ils veulent se réapproprier aussi les outils de conception et les méthodes de conception. Donc, le fait d'offrir en fait la possibilité aux ingénieurs en herbe d'avoir accès à toute cette littérature et toutes ces méthodes et ces outils leur permet de faire leur choix, de se rendre compte qu'un outil à la base, ce n'est pas un outil qui est fait pour un ingénieur ou fait pour une recyclerie ou fait pour, c'est juste un outil, une méthode. Par contre, elle a des effets sur le réel. Là, donc, quel outil et méthode sont de la réflexion sur l'utilité des moyens de production et des ressources accessibles aux concepteurs pour développer des projets de conception qui répondent de manière soutenable aux besoins des individus et des territoires. Là, je vais faire un petit focus, du coup, sur 4 méthodes en particulier. Et pour présenter ces méthodes, je vais faire un petit travail sur la dialogie. Bon, à la prochaine. Hein. Ouais. Ouais. Ravi de vous avoir. Salut, à bientôt, ouais. Au plaisir, ouais. Au revoir. Tu vas nous manquer, on parlait Donc, autour de 2 dialogies, les méthodes sélectionnées, oui, voilà. Donc, la rationalité d'une part, la méthode qualitative d'autre part. Donc, rationalité, c'est toute l'approche un peu bénéfice-coût qu'on a vu un peu tout à l'heure sur l'éco-efficiency, là, quand on a parlé un peu de l'analyse fonctionnelle. Et puis, les méthodes qualitatives qui sont plus tout ce qui est social design, design for sustainability avec les guidelines du PNU des Nations Unies. Après, on a une dialogie que je voulais vous présenter, qui sont les méthodes par limite, avec la notion, notamment là, je voulais faire un focus sur tout le courant autour de la convivialité, et les méthodes par vision, avec Sustainable Transition, qui est une méthode particulière. Voilà. Donc, est-ce que vous connaissez ces méthodes-là en particulier? Est-ce qu'il y en a certaines que vous connaissez? Pour savoir un peu le degré de... J'ai écouté le jeudi dernier, mais je profite parce que c'est la même chose. Oui, non, mais on fait de la distinction, je suis un essentiel, donc je vais laisser après le fait qu'il vous demande. Très bien. Donc, je vais vous présenter le Triple Business Model Canva assez brièvement. Dans les méthodes qualitatives, oui, c'est qualitatif justement, orienté social, il n'y a que 7 slides, c'est vraiment très rapide. C'est juste pour dire que le type de guidelines qu'on va retrouver va être de ce type, c'est-à-dire on va avoir des questions. Par exemple, on va demander quel est le besoin. Et là, on revient à l'analyse fonctionnelle de tout à l'heure. Est-ce que l'utilisateur ou cette communauté a vraiment besoin de ce produit, cette solution? Et voilà, on va pouvoir dérouler toutes les stratégies de conception qu'on a évoquées tout à l'heure et les méthodes qui existent. Est-ce que c'est adapté? Adapté aussi aux cultures. Alors ouais, pour la petite histoire, historiquement, toutes les méthodes en fait qui se développaient un peu en approche éco-conception pour faire du bien dans le monde, avec les écoles d'ingénieurs, je me souviens, on avait eu un bêtisier comme ça de toutes les méthodes qu'on avait soutenues dans les projets étudiants. On avait l'idée, je me souviens d'un four solaire en Afrique où alors les étudiants étaient super contents, ils avaient fait un super four solaire et tout, et puis en fait, dans le pays africain dans lequel il l'avait proposé, en fait, il y a toute une culture de ne pas faire à manger le jour, mais de faire à la tombée de la nuit. Et en plus, il fait nuit à 18 h. Donc, du coup, ce n'était pas possible, en fait, le four solaire. Donc, voilà, ça, c'est un exemple.
Après, il y a toute la notion de le côté raisonnable de cet effort pécunier ou de ressources. Hein. Voilà, le fait de création de connaissances. Et du coup, est-ce que je donne la possibilité, qui est vraiment au cœur de la notion de low-tech, hein, telle qu'elle est définie dans la revue écologique, c'est vraiment l'idée d'être un produit ou d'être un système que je peux réparer moi-même, que j'ai les ressources locales pour pouvoir trouver les matériaux, les outils qui permettent d'être du coup dans une forme de résilience face au système. Donc contrôle local, est-ce que je peux le comprendre déjà, le contrôler, le maintenir localement, enfin le maintenir dans le sens où maintenir sa durée de vie. Voilà. Tout à fait. L'utilisation, est-ce que c'est flexible, adaptatif, etc. L'empowerment, parce que donc il y a la notion de capacité derrière, et la dépendance. Est-ce que ce système socio-technique permet une forme de résilience? Donc on a vu hein, par rapport aux tipping points, donc point de bascule dans lequel on commence à arriver aujourd'hui. On voit que typiquement, on ne peut plus être dans une logique de end of pipe, donc de réparer les choses, mais au lieu de changer le pansement, il va falloir penser le changement parce que notamment le fait de rajouter de l'air, des systèmes de refroidissement d'air dans les maisons, ça réchauffe les villes et blabla et blabla, et donc à 30% d'humidité plus 50 degrés dehors, juste on meurt, donc du coup on a besoin de créer plus de résilience par rapport au territoire, etc. Hein donc ça va être le design social. Alors vous allez me dire, ouais, c'est super, mais c'est pas très opérationnel. Et effectivement, du coup, toutes ces questions-là sont plus ou moins opérationnalisées en conception. Des fois, il y a des méthodes qui sont un peu qualitatives, mais semi-quantitatives. Alors ça, c'est grosse blague. C'est qu'en fait, on rajoute des petits points pour à la fin des critères et on quantitative un peu tout. Mais c'est juste pour prendre des prises de décision, avoir des critères de choses. Après, donc, j'ai la méthode par limite avec l'approche de convivialité, donc ça, je vous montrerai. La méthode par vision de Gatchulotsoy, et je vous montrerai aussi ça. C'est 4 cadres méthodologiques, donc convivialité, économique, design social, transition design. Ils ont des principes différents. Ils ont des supports qui peuvent être différents. Là, je vais vous montrer quelques supports, mais ce n'est pas nécessairement, voilà. Encore une fois, méthode, outils peuvent être divers pour une même méthode. Et puis, il y a des références qui existent avec, si vous revenez en fait aux articles qui sont là, il y a plein de... Enfin, non, il n'y en a pas plein, mais dans les articles, ils expliquent bien comment ça se passe. Enfin, comment les utiliser et pourquoi cette méthode a été développée. Et là, clairement, vous voyez, je ne parle pas d'ACV, je ne parle pas de normes, je parle que de méthodes qui sont peu connues, en fait, mais qui peuvent avoir leur place et qu'on a testé dans le projet Sustain Lab dont tu parlais un instant, qui était un projet où on revenait vers des initiatives locales pour leur proposer en fait des méthodes qui sont non conventionnelles et a priori pas pour des ingénieurs et de tester un peu leur retour. Et vous allez voir un peu leurs propositions d'amélioration sont assez marrantes parce que voilà, notamment voilà, ils nous demandent des fois de revenir vers un tableau Excel alors que bon on a fait exprès pour les draguer de ne pas prendre un tableau Excel. Et après, donc c'est assez marrant. Donc, les approches par limite, on va commencer par ça, sur la convivialité. Je pense que vous devez connaître ce philosophe, penseur Ivan Illich, non? Un peu. Ouais, voilà. Donc, né en 1926, donc penseur de l'écologie politique, figure importante de la critique de la société industrielle, qui a beaucoup travaillé dans sa vie. C'est quand même un grand intellectuel qui a été contemporain des personnes qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit Gortz, Ellul, tous les penseurs un peu alternatifs et notamment aussi les acteurs de la décroissance et de tous ces mouvements qui essaie de repenser la notion de progrès et de croissance économique. Voilà. Et il a posé les contours théoriques d'une société à venir qui ne soit pas hyper industrielle. Donc, c'était peut-être encore possible dans les années 1950. Ça l'a été beaucoup moins dans la fin de sa vie et il a fini sa vie un peu en mode un peu, pas désespéré, mais un peu à se dire que finalement, on était allé trop loin, en fait, dans
industrialisation en fait de la société et que ça serait compliqué d'avoir un retour. C'est pas un retour en arrière, parce que lui, il ne prenait pas forcément un retour en arrière, mais c'est que les effets irréversibles et avec beaucoup d'inertie dans le temps du système industriel tel qu'on l'a conçu font que c'est plus possible de penser parfois différemment. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et lui, déjà, donc, dans les années 1950, il disait qu'il faut reconnaître l'existence d'échelles et de limites naturelles. Et il avait pour cela proposé 5 menaces qui s'opposaient en fait à une société dite conviviale. Et si on revient à cette forme de philosophie, qui est du coup une forme d'éthique, donc pour reprendre les termes de William, si on essaie de repenser en fait l'activité de conception et de l'ingénierie par rapport à ces 5 menaces, eh bien, ça peut nous permettre d'avoir des sortes de lignes directrices assez génériques, mais qui nous font penser à chaque fois nos choix de conception. Ce sont les suivantes. Donc, la première, c'est la surcroissance menace le droit de l'homme à s'enraciner dans l'environnement avec lequel il a évolué. L'industrialisation menace le droit de l'homme à l'autonomie dans l'action. La surprogrammation de l'homme en vue de son nouvel environnement menace sa créativité. La complexification des processus de production menace son droit à la parole, c'est-à-dire à la politique. Le renforcement des mécanismes d'usure menace le droit de l'homme à sa tradition, son retour au précédent à travers le langage, le mythe et le rituel. Et face à ces 5 menaces, donc qui sont en fait ici en anglais, il va expliquer un petit peu les causes. Alors, sur la dégradation biologique, eh bien, les causes sont multiples. Surpeuplement qui rend les populations dépendantes de ressources limitées, surabondance qui contraint chacun à dépenser plus d'énergie et utilisation d'outils pervertis qui participent largement à la dégradation de l'écologie. Bon, là, on a eu l'exemple du presse-agrumes. On a l'exemple, lui, il prend l'exemple avec la voiture. Il dit finalement, si on montre à quelle vitesse on utiliserait notre voiture si on prend en compte. Il avait fait beaucoup parler de lui à un moment, vous devez connaître cet exemple-là, ils avaient fait le calcul sur le terme de la vitesse à laquelle irait une voiture. Si je prenais en compte l'impact, enfin le coût, le temps qu'il m'a fallu pour payer la voiture, l'essence, d'aller au travail tous les jours pour pouvoir payer ça, d'avoir, etc., etc. Et à la fin, j'avance moins vite qu'à pied. En fait, c'est une vue de l'esprit, mais c'est assez intéressant comme petit calcul. Le monopole radical, donc cette dépendance de l'homme vis-à-vis des produits industriels, qui font qu'on a perdu conscience de notre capacité à nous satisfaire simplement par des modes de production non industriels. Et il montrait déjà à l'époque que cela implique qu'il faut dépasser les intérêts particuliers et s'unir politiquement pour mettre à terme à la croissance industrielle, et qu'il y a une forme de consommation qui est imposée par la standardisation des produits et qui en plus est gouvernée par une forme d'institution. Ça résume bien toute la conversation qu'on a eue avant. Et puis après, il y a toute la partie overprogramming 5.0 là, donc de 2 types de savoirs issus des rapports entre les hommes à travers l'utilisation d'outils plus conviviaux, et puis ce qu'il appelle le dressage intentionnel et programmé à l'emploi des outils créés par la société industrielle. Donc, en gros, lui, par exemple, le développement de lui, par exemple, un de ses horreurs, c'était l'ordinateur, quoi. Il disait l'ordinateur, finalement, on devient, ou le smartphone. Il serait horrifié de l'usage, du coup, derrière notre smartphone, on devient complètement... je ne fais pas le... Voilà. Ensuite, la polarisation. Donc, les modes de production industrielle concentrent inévitablement le pouvoir entre les mains de quelques personnes qui vont décider du devenir de chacun. Donc là encore, pas de problème pour avoir des exemples aujourd'hui sur ce pourcentage de concentration des pouvoirs qui tend à augmenter dans la main des gens, cette concentration, plutôt qu'on aurait pu imaginer qu'avec l'ensemble des biens, avec cette abondance de biens, on pourrait en fait avoir beaucoup, ce pouvoir pourrait être redistribué. Bon, peut-être qu'on va le voir émerger d'une autre manière avec les conventions citoyennes, etc., et avec une autre forme d'expression en fait citoyenne. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, clairement, si on prend juste là l'effet de la crise, en tout cas de la pandémie, et qu'on voit que la redistribution des richesses s'est faite surtout pour les actionnaires, et donc ceux qui étaient déjà très riches se sont enrichis après cette situation-là.
on se dit quand même que le pouvoir effectivement économique est clairement encore augmenté par une crise, par un pourcentage très faible de personnes. Et par contre, la banque alimentaire, notamment des gens qui sont les plus précaires, a, elle, augmenté. Voilà. Et puis, bon, bref. Après, l'obsolescence, donc l'état d'urgence de la consommation, qui résulte d'une volonté d'être dans le peloton de tête, c'est-à-dire dans le premier à acquérir le produit, de l'existence d'une limite d'utilisation du produit, pour favoriser l'immédiateté de son acquisition. Donc là, clairement, plus on acquiert des produits neufs et en vogue, plus on se place haut dans l'échelle sociale. C'est l'idée vraiment d'être dépendant d'une certaine image. Effectivement, qu'est-ce que ça véhicule, le high-tech voilà, je mettrai des stickers sur mon Mac. Et la conséquence, l'obsolescence programmée des techniques et du savoir-faire est de limiter toute possibilité d'autoréparation. Voilà, donc par rapport à cette philosophie un peu de la conception, de la convivialité, donc cette philosophie de menace, je propose ici de l'appliquer à la réflexion en conception de produits et de systèmes. Et pour cela, on a la matrice de Vetter. Donc, elle a proposé une matrice des techno-conviviales en 2017 avec voilà, et que je vais vous présenter, et qui permet de générer en fait des questions aux parties prenantes du processus de conception, tous ces acteurs du cycle de vie qui vont intervenir. C'est un outil qu'on peut utiliser en jeu plateau avec les étudiants dans des groupes de projets. On peut utiliser sous différentes formes que je vous présenterai, et on peut même l'utiliser en pad, en ligne. Il y a plein de possibilités, mais bref, l'idée, c'est qu'il soit aussi convivial dans sa forme, en fait. Voilà. C'est une méthode qui est qualitative, mais qui peut se quantifier, hein, si on met des petits points. Et après, derrière, on peut l'associer dans une hybridation avec des lignes directrices spécifiques qui ont été ici plutôt développées par Litzarald et Thiel. Voilà. Donc, avec des lignes directrices qualitatives. Et je vais vous montrer comment on peut faire une imbrication des deux. Une hybridation. C'est bizarre, hein, les slides, là. Alors, la dimension. Hop. Donc là, je vais zoomer un peu. Ah bah non, donc je vais zoomer sur la slide d'après. Là, c'est juste pour vous montrer la structure de la matrice. À gauche, vous retrouvez les 5 menaces, ici, là. Ça, c'est les 5 menaces dans les lignes, en fait, pardon. Donc, la notion de dépendance, la notion d'accessibilité, d'adaptabilité, de bio-interaction, d'appropriation. Et puis, dans les colonnes, on va retrouver les phases du cycle de vie. Sauf que là, en fait, Vetter propose non seulement donc matériaux, production, utilisation, mais aussi infrastructure. Et par contre, il n'y a pas la notion de fin de vie. Donc, on pourrait la rajouter hein, dans une idée d'ajout encore. Enfin, on pourrait ajouter toutes les colonnes qu'on veut, en fait. Et puis, dans chaque case, vous avez des lignes qui correspondent à des formes d'opposition entre termes. Alors là, petit zoom pour vous montrer. Par exemple, si je croise les matériaux avec l'accessibilité, who can produce, use it, where and how, et ben là, je vais avoir, par exemple, mon matériau. Est-ce qu'il est plutôt élitiste ou plutôt ouvert à n'importe qui? Est-ce que je suis plutôt dans quelqu'un qui est investor, donc qui appartient aux investisseurs économiques ou bien qui est plutôt par l'outil de production, par ceux qui font le produit, par les fabricants. Est-ce qu'il est plutôt low cost ou cost intensive? Est-ce qu'il est plutôt adapté à des connaissances locales ou est-ce qu'il a besoin de connaissances qui viennent d'expertise extérieure? Est-ce qu'il a besoin de prendre en compte il a besoin pour être mis en forme ce matériau de procédés très spécialisés. Donc, est-ce qu'il faut que j'aille extraire ce métal dans les mines qu'on a vu tout à l'heure avec des procédés donc, de broyage très fin aux 75 microns et puis ensuite d'avoir voilà, ou est-ce que j'utilise ce que j'ai déjà localement dans mes poubelles et que à partir de ce matériau qui finalement est beaucoup plus concentré électrique et électronique que mes 1,5 g d'or que je vais avoir dans une tonne de... Bref, donc voilà, toutes ces questions-là, elles se posent et vous voyez que là, ces questions-là, ça va loin dans la réflexion, qui sont des réflexions qui, en général,
n'ont pas vraiment leur place dans un processus de conception avec, en tout cas, moi, j'ai jamais appris ça à l'école. Et finalement, c'est parce que ça tient aussi, derrière, il y a des valeurs, mais c'est des questions que quand on se les pose, entre concepteurs et acteurs, voilà, l'idée, c'est de faire des réunions avec les différents, en projet, avec les différentes expertises autour de la table, et de se poser ces questions-là sur chacune de ces phases. Voilà, donc on a... Ouais. Semi-quantitatif. C'est complètement qualitatif, ouais. Donc on fait des petites croix, on écrit des questions. Parce que jouer des petits traits, c'est pas plus ou moins, on essaie de situer ou alors... Ouais, on peut se situer aussi. Ouais. On peut se situer avec des petites croix, on peut mettre des post-it aussi en justifiant. Là, en fait, par exemple, ici, tout à l'heure, on a parlé de l'esthétisme. Vous voyez que là, dans la case, ici, est-ce que ça rend plus laid ou est-ce que ça crée de la beauté? C'est un des critères. C'est hyper subjectif. Est-ce que moi je trouve que ça c'est beau, moche? Bon voilà, il faut que ça se discute quoi. Donc en général, c'est pas une croix qu'il faut, que ça suggère des questions et après tout un mécanisme pour essayer de qualifier en fait ça. Donc est-ce que je vais sortir des outils justement de designer industriel pour définir ce que je considère comme beau, esthétique, etc. Voilà. Pareil pour tous ces critères, en fait, souvent, ils ont besoin d'être justifiés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le fait de le quantifier avec un 1, un 2, enfin un critère, perd un peu son sens. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir à la fin un résultat qui dit qu'on est à 2, on aurait pu être à 3, mais bon, voilà. C'est peut-être plus d'être dans cette question, en fait, d'amélioration. Et quand on l'a utilisé avec le Low-Tech Lab à Grenoble, sur leur low-tech Cucina, là. Donc, ils ont fait un four solaire, une petite machine, non, c'est pas un four solaire, c'est une machine à cuisiner avec, vraiment très low-tech, qui se trimballe en plus à vélo, petit four à bois, petite gazinière à bois. Eh bien, au départ, ils disaient, bah oui, nous, c'est vraiment low-tech, on est tout à droite. Et non, en fait, avec les critères, ils disaient, bah non, finalement, on pourrait être un peu mieux là-dessus. On n'est pas complètement... non, finalement... donc, c'est intéressant parce qu'on a aussi des fois des idées préconçues. Déjà le travail, donc ça fait amener des questions qu'on ne se serait pas posées. Dans un objectif aussi d'amélioration continue, ça peut être dans un autre moment du processus de conception, couplé à des lignes directrices. De concepteurs. Donc là, on vient faire une hybridation avec l'outil notamment de Benjamin Thiel et Iban, où là, l'Itzeralzald, c'est l'idée de, par exemple, si je me focus ici sur la phase d'usage, eh bien, les auteurs proposent un certain nombre de lignes directrices pour essayer d'aider à à se poser des questions en conception par rapport à cette phase d'usage. C'est pas une traduction des critères, des actions uniques, c'est des questions pour remplir. Ça va nous aider à stimuler en fait notre réflexion de conception par rapport à ces critères-là. Parce que finalement, les mots-clés, ouais, c'est ça. En conception, c'est une forme d'interprétation en conception. Par exemple, est-ce que le produit ou l'innovation permet à l'utilisateur de trouver une solution qui est adaptée à ses besoins locaux? Donc effectivement, là, on aurait dépendance-indépendance, si je prenais le terme, quoi. Donc ça aide un peu parce qu'effectivement, des fois, il faut un peu de créativité pour comprendre dans cette dialogie qu'est-ce que ça veut dire en termes de questions, quoi. C'est un peu le problème quand on utilise le QPC aussi. Quoi? Mais quoi de quoi? Et donc finalement, si j'ai une question à poser, c'est plus facile, quoi. Donc là, c'est l'idée des lignes directrices, c'est toujours ce genre de démarche. Et alors, après, les étudiants qu'on avait sur le projet SustainLab notamment, nous ont aidés à traduire cette matrice-là en français, parce que c'était un des problèmes avec les initiatives locales, c'est qu'ils voulaient l'avoir en français. Donc, non seulement on a proposé de le mettre en français, mais en plus, on a travaillé sur différentes légendes pour, en fait, pour rendre plus facile, en fait, plus accessible l'usage de la matrice. Plus convivial, je dirais, quoi. Et donc, c'était l'idée de les critères qui sont plutôt rouges ici, ils vont plutôt être en lien à des notions d'adaptabilité, orange, la communauté, l'inspiration, la synergie, la tradition, la culture, la connaissance, compétence, accessibilité. Voilà, ça permet un peu d'avoir, voilà. Et puis, là où on peut utiliser les mêmes critères,
on utilise les mêmes critères. Parce qu'en plus, dans les tests qu'on a fait avec les utilisateurs de cette matrice, on s'est rendu compte que ça énervait des fois un peu les utilisateurs, les concepteurs, d'avoir des questions qui étaient redondantes. Et donc, le fait d'avoir parfois des choses qui unifiaient un peu les questions, ça limitait la redondance des questions, et donc ils avaient moins l'impression de tourner en rond. Voilà. Et puis après, d'autres formes pour cocher en fait les cases qui sont possibles. Donc là, pas sous la forme de post-it, mais sous la forme de croix. Voilà. Après, pour mettre en pratique, si vous voulez par exemple utiliser ça, là sur Scénarii, donc j'ai mis un lien vers le pad ici, qui est un support que vous pouvez utiliser dans vos TP. De test de la matrice, enfin de l'utilisation en fait de la matrice de convivialité. La séance, vous pouvez faire une petite intro de présentation d'outils sur 15-20 minutes. Ensuite, vous faites un petit cas pratique par groupe. Donc, vous donnez un petit sujet et là, vous verrez dans le pad, il y a un petit exemple sur le smartphone pour bien comprendre comment s'en servir. Ensuite, une petite mise en commun de 20-30 minutes et puis à la fin, vous faites un petit feedback. Et ça vous fait votre séance de TP sur n'importe quel sujet de conception. Le pad, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les étudiants ils vont pouvoir dérouler en ligne. Là, vous voyez à droite, vous avez l'explication. Et c'est un peu comme les entretiens conscientisants de Karl Marx. C'est-à-dire qu'en en regardant un petit peu les différents critères, je comprends comment utiliser mon outil. Donc, les questions que je me pose m'aident en fait à me rendre compte de ce qu'il faudrait que je fasse dans l'idéal dans un projet de conception. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même un peu de pédagogie autour des menaces, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, et puis des cas pratiques. Là, l'intérêt de ce pas, de cette démo, c'est de venir progressivement dans la compréhension de la matrice, de ne pas envoyer la matrice BAM avec tous ses critères. Parce que là, c'est complètement indigeste et personne n'a envie de l'utiliser. Donc, c'est voilà, d'être un peu pédagogue, et progressivement montrer les différentes dimensions avec des petits exemples ici sur le Fairphone et puis de regarder comment on y répond. Voilà. Et puis après, c'est quoi comment elle est la carte, comment est-ce que je peux y répondre, voilà. Et puis à la fin, d'avoir une redirection vers des pattes de travail. Et là, l'idée, c'est de mettre des étudiants autour d'une question. Donc, par exemple, je vais mettre un groupe sur l'idée de relation et ils vont traiter que de la relation. Un autre groupe sur l'accessibilité et ils vont traiter que de la question de l'accessibilité. Et à travers leur axe, eh bien, ils vont essayer de remplir les critères et autour de leur projet que vous leur donnez. Et à la fin, du coup, vous allez pouvoir avoir une mise en commun qui va du coup venir, une mise en commun de chacun des groupes et qui va venir balayer du coup les cinq menaces ou 5 critères de la matrice des techno-conviviales. Voilà. Et après, l'intérêt aussi, c'est que du coup, les étudiants, ils peuvent écrire, formaliser sur leur pad les comptes rendus. Et donc après, vous, pour évaluer, si vous voulez évaluer et donner une note, même qualitative, vous avez les résultats qui sont synthétisés et qui sont sur le net. Vous pouvez même demander à un autre groupe d'étudiants de venir critiquer leur analyse, du coup, parce que vous pouvez échanger plus facilement les copies, quoi, entre guillemets, les copies. Voilà. Par exemple, là, sur ce groupe d'étudiants, ce qu'ils montraient, c'est qu'ils trouvaient que voilà, les questionnements, des fois, étaient redondants, mais que ça stimulait les concepteurs à se poser des questions sur les choix de conception, que c'était un support de réflexion qui engage plusieurs parties prenantes sur le cycle de vie, tout le monde autour de la table, c'est plus facile, qui facilite l'utilisation sur un format guidé pas à pas. Là, c'est le format en ligne, avec la compréhension de ces relations. Donc, c'est à la base pas du tout des personnes qui connaissaient la pensée d'Illich. Voilà. Là, c'est le type d'usage de la matrice sous la forme de plateau-jeu. Donc là, si vous décidez d'imprimer la matrice sous la forme d'un format raisin, on va dire, et d'un jeu de plateau, et après, vous mettez des post-it ou sur le tableau, vous la projetez sur un tableau blanc, et vous faites avec tous les étudiants, et vous remplissez, et donc ça stimule toutes ces questions. Là, on a recréé, en fait, mais bon, c'était des post-it ou des écritures. Voilà. Et donc là, vous allez vous dire, OK, on s'attaque à la production et la relation. Quelles sont les questions? Et donc, vous écrivez, et ça leur permet de se poser plein de questions, et ça anime toutes les questions autour du design for sustainability. Vous pouvez tout balayer, ce que vous voulez, ce que vous avez prévu d'aborder dans ces cases-là.
Les retours qu'on a eus par rapport à, donc là on avait fait avec la mine, le Tech Lab et l'atelier qui sont 3, on va dire tiers-lieux, sur les critiques de cet outil, c'était que voilà, ça pousse au-delà de la production, parce que eux aussi finalement ils sont assez producto-centrés, comme nos ingénieurs. Donc ça pousse un peu sur d'autres phases du cycle de vie. C'est un outil qui est assez complexe, mais cette complexité, alors ça reprend un petit peu ce que disait ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la notion de complexité. Est-ce que la dimension doit être simple ou pas? En fait, ce qu'il disait, c'est que des fois, cette complexité est un peu nécessaire pour parler de tous les enjeux. Donc, ça permet de se projeter aussi dans la réalité du monde, d'expliciter, de justifier des choix de conception. Ça, c'est important pour pouvoir, des fois, aussi rendre compte des choix qu'on a fait avec le client, le donneur d'ordre, quand on définit le cahier des charges et après quand on essaie d'y répondre. Et puis, le besoin d'un recul sur l'objet et son usage sont quand même assez difficiles si vous n'avez pas un cas d'application. Il faut vraiment trouver quelque chose quand même où les étudiants peuvent se projeter, sinon ça reste trop théorique. Voilà. Et puis, il y a aussi la notion de changement d'échelle qui est intéressante. Voilà. Donc, physique, on peut avoir donc, un jeu de plateau, un atelier que vous pouvez, voilà, des pop-up numériques et diffusion, donc par rapport à des posters. Voilà. Par exemple, si vous avez des Fab Labs dans votre un petit Fab Lab ou un Living Lab, ou je sais pas, ou là, à l'industriel, ici à UTT, à côté des machines, on peut photocopier en mode poster, en fait, imprimer en mode poster cette matrice. Et quand on utilise une machine, quand on vient au-dessus, dans la salle, on peut commencer à réfléchir à ces critères. Finalement, ça stimule un peu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des formes de réflexion, de diffusion possible de ces idées-là. Voilà. Je passe. Hop. Voilà, je passe aussi. Voilà, donc là, c'est des petits tests qu'on avait fait pour montrer que c'était pas terrible, en fait. Sous la forme de radar, ça aide pas beaucoup. Mais bon, c'était ce qu'on avait envie de tester. Le jeu de plateau aussi, là, c'est des cartes, en fait. C'est des cartes pour... au lieu, en fait, d'avoir les critères, là, où je mets mes petites croix, là, je mets une carte et je positionne sur mon carré, là, voilà, dans ma case, cette petite carte pour dire... est-ce que je suis plutôt comme ça ou comme ça? Et là, les numéros renvoient aux cases, en fait, auxquelles ça se pose. Bon, voilà. Ça, c'est différents designs de l'outil. Donc là, ça, c'est un exemple pour vous montrer que derrière une méthode philosophique une méthode qui est fondée sur certaines valeurs philosophiques et donc une certaine forme d'éthique de l'ingénieur, en tout cas pour amener à une définition d'éthique, je peux avoir plein de formes d'outils, en fait. L'idée, c'est pas la forme, on peut être super créatif dans la forme, mais l'idée, c'est d'essayer de voir par rapport à mon groupe d'étudiants, mon niveau, etc., qu'est-ce que je cherche à avoir comme forme et comme vocabulaire? Est-ce que je vais utiliser bêta-corne, araignée boxeuse ou analyse fonctionnelle? Voilà. Après, j'ai... voilà, donc ça, c'était un exemple que je voulais vous montrer. Alors, je voulais vous montrer maintenant un autre exemple donc, qui n'a rien à voir, qui est la méthode par vision. La méthode par vision, là, on se projette plus sur comment définir... Alors, je ne comprends pas du tout ce truc avec les nuages et l'arc-en-ciel. Je vais passer directement à ça, je comprends beaucoup mieux, moi. Désolée. Alors, donc la méthode par vision, c'est le fait de me dire que j'ai un certain idéal et je vais analyser le système pour atteindre cet idéal-là. Donc, d'amener en fait l'organisation dans laquelle je suis, que ce soit mon entreprise avec mes managers, au niveau de mes top managers ou de mes concepteurs, mon équipe de conception, à une vision commune, compréhension commune en fait du système. Et c'est en fait une manière de regarder en fait des interdépendances entre l'environnement, la société, l'économie, pour construire un modèle commun, c'est-à-dire qui explicite cette vision commune, parce qu'en fait le plus important c'est d'expliciter et de casser les idées préconçues et d'analyser les interactions entre l'organisation et l'environnement, la société et l'économie. Et donc construire un modèle qui est fondé sur cette analyse et sur le modèle général du système. Voilà.
Et donc, pour cela, je vais poser des questions. Est-ce que vous pouvez identifier les risques communs? Donc, identification des risques à la fois environnementaux, sociaux, des risques économiques qui, en fait, ça maintient une forme de pérennisation de l'action pour les auteurs, là. D'identifier les mesures pour s'y adapter, de manager ou les réduire, et préparer une cartographie des risques afin d'y mettre en évidence les relations entre ces risques. Donc, par exemple, là, je peux utiliser une mind map pour cartographier ces risques. Donc, encore une fois, j'ai besoin peut-être de différents types de supports voilà. Mais les étudiants peuvent être très créatifs dans les supports. Ça nécessite quand même une certaine connaissance, identifier les risques. Ouais, c'est ça. Parce que si vous passez au niveau technique sur un système, sur l'environnement. Alors, par exemple, il y aurait le risque d'approvisionnement d'une certaine matière première. Là, par exemple, si avant, vous leur avez fait un cours ou une diffusion sur les ressources, voilà, en amont, il faut quand même préparer un peu. C'est ça. Les critères et les risques qui pourraient être. C'est un outil de stratégie, là. Donc, du coup, l'outil de stratégie, ça veut dire que quand même, j'ai une certaine compréhension du système. Et que je m'adresse quand même à des gens qui prennent des décisions. C'est un autre type de public, en fait. Les phéromones, on va aborder un petit peu, les phéromones, pour un ingénieur, il est difficile à identifier. Oui, tout à fait. D'un point de vue, c'est un système qui est efficace. Est-ce que c'est à lui de prendre en compte, de considérer ces phéromones? Je trouve ça un peu compliqué. Dans le système du coup, on va vite arriver à soit on est sur une approche qualitative, soit on va être sur une ATV comparative où je vais regarder l'effet rebond de compensation d'un impact sur un autre. L'effet rebond, il y a de l'usage. Et je peux avoir un effet rebond sur l'usage, Là-dessus, on peut en discuter. Quand c'est des trucs à la limite sur un usage, on peut en discuter avec les étudiants parce qu'en fait, souvent, ils utilisent les produits. Donc, ils ont un certain ils comprennent en fait quand je leur. Typiquement, moi, je prends l'exemple d'un frigo pour les problèmes d'usage. Dans mon cours, j'ai un fil rouge là sur le frigo. Et en fait, je leur dis, ce soir, vous allez voir quand vous allez regarder la manière dont vous utilisez votre frigo. Trois plombs, on va te dire qu'est-ce que je cherchais déjà dans le frigo, j'ai envie de manger quoi, Et en fait, c'est le moment où tout l'air frais se barre. Et donc là, l'usage de mon frigo, en fait, est vachement impliqué des impacts assez importants. Bon, ça, c'est juste le soir quand je cherche à manger, mais ça va être la même chose dans pas mal de différentes phases d'utilisation sur le frigo. Mon frigo, finalement, quand je le déplace, si je suis un étudiant et que je fais beaucoup de déménagements, je trouve super lourd et ça me casse le dos. J'ai besoin du coup d'un accessoire, etc. Donc voilà. Et puis après, d'un gros camion pour pouvoir le transporter. Et donc, quelle serait l'éco-conception d'un frigo pour qu'il soit plus adapté à mes besoins? En plus, moi, si je suis un étudiant, peut-être que je ne vais pas avoir besoin du distributeur de glaçons, mais par contre, je vais, je sais pas, manger d'autres choses. Enfin bref. Et donc, il y a eu plein d'analyses de comment concevoir, enfin pas plein, mais des frigos qui sont plus ou moins éco-conçus. Et notamment, il y a eu le frigo d'Electrolux éco-conçu, où ils ont eu un prix de l'éco-conception, où en fait, c'est le soft bridge. C'est une sorte de base qui fait cette taille-là, qui ramène de l'air pulsé fraîche. Et en fait, entre deux bases, j'ai des niveaux avec des grilles. Et j'ai une sorte de tissu flexible avec une fermeture éclair. Et en fait, je peux réduire la taille du volume réfrigéré en fonction de ce que j'ai mangé et du coup, de ce qui reste en fait dans mon frigo. C'est assez intéressant parce que du coup, c'est un élément, un frigo qui est super léger que je peux à la fin transporter très rapidement. Donc pour les étudiants, ça pourrait être assez adapté. Puis en hiver, je peux mettre dans un sachet à ma fenêtre, si je ne gèle pas la nuit, et maintenir 3 degrés. Enfin, voilà. Donc, si je veux réfrigérer mon système en gérant à peu près le truc de manière quand même pour répondre à un certain nombre de normes, on va dire, d'hygiène, c'est possible en fait. Bon, ils n'ont jamais commercialisé ce frigo-là. Ils ont eu le prix d'éco-conception et après, ils ne l'ont pas mis sur le marché. Donc ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on génère en conception des fois des super projets et puis finalement, les industriels,
s'ils se rendent compte que ça va être un produit qui va être à perte, ils ne vont pas le mettre sur le marché. Ouais. Ou sur clientèle. Enfin, en tout cas, ils ne se laissent pas la chance d'imaginer qu'ils auraient des clientèles. Ils ne prennent pas de risques. Est-ce que ça va finalement être trop concurrentiel avec les autres produits qu'ils ont déjà et ils risquent de perdre en fait le marché qu'ils ont sur le produit. Ils ont tendance à additionner leur nombre de produits plutôt qu'à les réduire. Donc là, ça irait dans le sens que je propose encore un truc nouveau. Donc ça serait... Au moins essayer. C'est ça, ils ont dû faire le service marketing, a dû leur dire c'est un mandat, un truc, et voilà, terminé. Donc peut-être que si on voulait créer vraiment sur le marché l'accès à des modèles vraiment radicaux en termes de consommation et des produits vraiment, il faudrait peut-être aussi, bon, c'est un peu extrême ce que je vais dire, mais en tout cas demander aux industriels parfois de faire vraiment des designs radicales, quitte à être à perte pendant un an, et tester vraiment jusqu'au bout, quoi, l'adhésion. Je sais pas. Est-ce qu'il faut imposer ça à l'industriel ou est-ce que c'est à l'acheteur potentiel convaincu? Mais lui, il n'aura pas accès si l'industriel ne le produit pas. Donc, c'est-à-dire que si en conception, on a des idées super bien, mais qu'à la fin, on attend que ce soit une start-up qui ne va jamais émerger, qui le fabrique, bon, bah voilà. Donc, quelle est la capacité aussi quand on a eu ces bonnes idées, d'avoir cette stratégie, en fait, derrière qui va jusqu'au bout. On a beau créer des supervisions, là, cette vision-là, c'est de se dire, OK, peut-être que je vais avoir des risques, mais j'y crois, en fait. J'y crois pendant un certain temps. Après, bon, je ne vais peut-être pas m'obstiner, mais il y a un moment où j'essaye, quoi. Je me dis, je suis vecteur de changement aussi dans la société, quoi. Donc, voilà, j'identifie mes risques, j'identifie mes fonctions sociales, et c'est là où il y a vraiment l'éthique derrière, quoi. C'est qu'est-ce que je veux comme fonction sociale de mon entreprise, voilà. Et puis, une fois que j'ai donc développé cette analyse de préparation, je vais développer une vision commune qui correspond à une forme d'idéal de fonction sociale future. Et là, je vais faire une convergence entre des effets backcasting et forecasting qui vont se rencontrer pour cartographier en fait des formes de vue en fait ou d'hybridation de mes scénarios pour y arriver. Alors, backcasting, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Backcasting, c'est que je suis dans une situation, je me mets dans ma situation idéale d'arrivée, je me retourne et je me dis, OK, je suis là, je suis dans le futur, c'est super, voilà, parce que j'ai accès à ça, enfin, c'est ma situation idéale. Et qu'est-ce que j'ai fait, quels moyens j'ai mis en place pour que ça puisse avoir le jour. Forecasting, je vais plutôt définir un certain nombre de scénarios et d'étapes pour arriver à ma situation idéale. Deux choses différentes. Le backcasting permet d'éviter l'effet scénario d'étape par étape qui fait que si j'ai 10 étapes, à la 8e étape, là vraiment j'arrive à une situation de blocage, je suis obligée de revenir à la case 0, puis sur la case rouge. Donc je suis obligée de revenir et finalement je me refais tout mon scénario est complètement foutu. Le backcasting, c'est quels sont les principes en fait génériques que je me suis imposés qui font que quels que soient les chemins, même si mes chemins sont en termes d'efficacité complètement naze, c'est-à-dire que je suis passée par des délires, hein, mais au final, j'arrive, c'est tous les chemins mènent au Rome, quoi. Donc, c'est tous les chemins mènent à Rome, donc j'y arrive à peu près, et à un moment, j'y suis, quoi. Voilà. Et ça n'a pas été forcément très simple, parce que la société a évolué, les pratiques ont évolué, les infrastructures ont évolué, je me suis tapé une pandémie, une guerre, etc., mais j'y arrive. Donc, c'est un peu la combinaison des deux chez ces auteurs-là qui nécessitent, qui permettent d'organiser en fait ma stratégie d'entreprise. Et à la fin, du coup, une fois que j'ai ces développements de scénarios, je développe ma méthode avec les parties prenantes. Et là, je me dis, j'ai besoin de qui en fait? J'ai besoin de qui? Donc, je responsabilise aussi dans mon entreprise, j'ai besoin de savoir, d'intégrer qui dans cette réflexion-là, dans ma sphère d'influence, et quels produits et services et leurs combinaisons vont permettre de remplir les fonctions sociales du système que j'ai imaginé, comment je place leurs combinaisons sur la cartographie à l'endroit où ils peuvent être introduits et à chacune des étapes, à quel moment l'étape sera considérée comme être atteinte. Et voilà, et je définis du coup mon plan d'action, ma stratégie, et je mets en place des responsabilités de personnes. Voilà.
Donc tout ça, ça fait cette espèce de poster. Voilà. Pas de problème, on va finir. Alors, quand je serai toute seule, je vais m'arrêter. Non, mais pas de problème, je vais arrêter. Merci. Donc, avec plaisir. Faudra faire un petit retour peut-être. Après, cette méthode par double entonnoir, elle a d'autres théories, donc notamment celle de Broman et Robert. Là, ils ont théorisé ça. Tout à l'heure, je vous parlais de principes. Eux, ils ont développé des niveaux et des principes de soutenabilité. 8 principes sur lesquels il faut que je me base pour piloter à vue, là. Voilà, donc là, ça ne sert à rien de rentrer dans le détail, hein, c'était juste pour vous montrer. Et ils sont dans une type amélioration continue ABCD, là, voilà, pour construire leur stratégie. Voilà, bon, bah, là, je ne rentre pas dans les détails. Mais il faut aller voir, en fait, les références, c'est le plus simple, si vous voulez vraiment le développer. Voilà, donc après, on a testé un peu ces méthodes. Les méthodes business, social, j'ai déjà montré. Là, très rapidement sur le Triple Business Model Canva. Donc là, c'est une méthode très rationnelle qui est organisée donc, sur un peu l'aspect organisation productive, offre, consommation et coût et revenu. Voilà. Je vais direct aller à celle-là. Et donc, en fait, il y a des auteurs qui ont essayé, donc Joyce et Paquin, qui ont en fait utilisé cette méthode donc, rationnelle qui était à la base que sur la valeur économique et ils l'ont déclinée sur la valeur sociale et environnementale. Et donc, ils ont pris le même framework, là, le même cadre pour, là, vous voyez, j'ai la value proposition et là, c'est la valeur sociale et là, c'est la valeur fonctionnelle. Donc là, c'est environnement, là, c'est société et là, c'est coût, enfin, c'est économique. Et donc, leur parti pris, c'est de dire que si j'utilise le même référentiel, mais pour chacun des sphères, en mode développement durable, économique, social et environnemental, eh bien, en superposant ça, j'arrive à créer des projets de conception qui pensent à tous ces aspects. J'ai compris, c'est en place du business Canva traditionnel, voilà. Il propose de faire 3 échelles Canva, c'est en échelle sociale, économique et environnementale. Exactement. Ouais. Et en fait, elle garde la même structure qui, du coup, est une structure qui est quand même à une vision un petit peu économique et rationnelle des choses. Rationnelle. C'est ça, ouais. Parce que, par exemple, ici, l'impact social, le bénéfice social. Ici, j'ai l'impact environnemental, le bénéfice environnemental. J'ai là, vous voyez que la ressource est remplacée par l'employé. Donc, clairement, je considère l'homme comme une ressource. Donc, c'est ce qu'on a fait dans les entreprises avec les ressources humaines. Hein. Et voilà, c'est un parti pris qui me présente. Je ne me positionnerai pas là-dessus. Après, la culture, c'est ici, c'est la relation de consommateur. Donc là, on a fond marketing. Enfin, voilà. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut s'additionner aussi avec mes fameuses lignes directrices. Donc ici, qui sont celles qui sont définies par Boken, donc dans une publication là, en 2014, où elle présente en fait dans ces 3 sphères technologiques, sociales et organisationnelles un certain nombre de lignes directrices. Hein, elle parle d'archétypes. Sur la maximisation matérielle, énergie, efficiency, la création de valeur, la substitution, le fait de délivrer des fonctions plutôt que la possession, le fait d'adopter un stewardship rôle. C'est quoi la ligne Broder et Al? C'est Boken. Ouais, Boken, JCP là, et elle donne des exemples ici. Donc, qui font vraiment penser à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Enfin tout ce qu'on a vu là depuis 2 jours. Donc, par exemple, je sais pas, encourager la suffisance pour l'approche sociale. Eh bien, là, je vais retrouver des choses que j'ai vues un peu dans ma matrice technocopiale ou dans la low-tech, frugal business. Voilà. Mais si par contre, là, je suis dans l'approche, on va dire, organisationnelle, eh bien, je vais questionner aussi le type de business que j'ai. Voilà.
bon, il y a plein d'exemples qui sont super intéressants. Voilà, je ne pense pas que je passe. Voilà, c'est pour vous dire que ça existe. Alors, là c'était pour montrer un autre exemple d'hybridation, là, entre le business Canva et la méthode par vision. Donc, je peux utiliser mon business, mais je peux pas le business model Canva pour construire, en fait, mon couplage, enfin, ma vision de risque et d'apport de fonction, là, et de préparer mes scénarios. Voilà. Alors, mise en œuvre avec des projets. Donc là, on s'est intéressé à certains tiers-lieux. Ce qui est intéressant dans les tiers-lieux, c'est que ça regroupe des gens qui, en général, partagent des cultures communes et enfin, ont un fort sens de l'engagement avec des valeurs communes très fortes. Le Tech Lab, ils sont à fond valeurs qui sont liées au low-tech, en fait. Mais derrière, ils questionnent du coup la notion de frugalité, de sobriété, de convivialité, etc. Et ils s'accordent en fait sur ces valeurs pour arriver à se mettre dans des projets de conception autour de ces valeurs-là. Donc, c'est une adhésion assez intéressante, mais après, ces espaces, en fait, hybrides ou tiers-lieux sont très multiples. Hein, et on peut avoir, enfin là, je renvoie vers la définition ici de Primatera, où en fait, ça va loin hein, dans les différents types. Ça peut être le coworking, ça peut être le Fab Lab, ça peut être aussi l'habitat partagé, ça peut être... bon, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, dans nos exemples, on avait plein de trucs différents. Là, et on a questionné ces 4 modèles-là. On a regardé avec eux quelles sont les forces et les faiblesses qu'ils voyaient sur ces méthodes-là. Et voilà, donc par exemple, sur les forces, ben, ça, on a vu un petit peu tout à l'heure, voilà, que ça permet de fédérer les actions des tiers-lieux. Ce que je voulais montrer par rapport à ça, c'est que finalement, on voit que les outils qu'on peut donner, enfin en tout cas les méthodes qu'on peut proposer aux ingénieurs en herbe, ça peut les aider après à trouver une place dans la société qui n'est pas uniquement autour du modèle classique de l'entreprise. Mais ça peut être autour d'une autre forme d'activité économique qui fait société aussi, qui crée aussi des emplois, etc., dans la société, qui a un tissu en fait, beaucoup plus riche. Ce n'est pas que la start-up ou la grosse multinationale, quoi. Il y a de la place en fait pour toute une forme en fait de connaissances en conception et d'usage de ces méthodes-là, et puis plus ou moins rationnelles, comme on a vu, ça peut aider aussi de savoir faire un diagramme Gantt et de savoir mettre en place une stratégie. Puis après, on a testé aussi ces méthodes avec des experts en éco-conception qui n'utilisent pas ces méthodes-là, parce qu'ils sont plus, on est plus avec l'éco-conception, on est plus sur les méthodes ACV. Et du coup, les forces de ces méthodologies, c'était le fait de permettre de faire un état des lieux, de montrer qu'on favorise la mise en œuvre d'un cahier des charges fonctionnel orienté plus ou moins social, qui positionne l'entreprise en termes d'impact social. On emploie des éléments qui sont évocateurs pour un concepteur sous forme de questions. Et ça, c'est assez riche parce que ça permet de favoriser une réflexion qui permet de faire émaner, en fait, soit un dissensus éclairé, c'est ça, soit un consensus, que j'aimais bien. Enfin bref, donc on crée tout ça. Et non seulement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que à la fin, ça permet aussi aux concepteurs de reprendre du plaisir à concevoir des systèmes parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent s'exprimer aussi par rapport au cahier des charges et au choix de conception qu'ils ont réalisé. Mais ça peut être dans la conception, je ne sais pas moi, d'un système mécanique très basique ou très complexe, mais au moins ils ont un moment d'échange. Moi, je discutais de la matrice des technoconviviales avec une personne qui travaille chez RTE et qui me disait que il y avait des ingénieurs dans leur coin, ils utilisaient des petites méthodes de calcul un peu de coin de table pour pour essayer de voir ce qui serait le mieux sur un objet qui maîtrisait un bloc de béton ou je sais pas, des structures, et qu'après ils cherchaient des arguments pour montrer à leur direction, à leur manager, pour montrer que c'était plus ou moins intéressant environnementalement parlant ou socialement, enfin avec les critères qu'eux ils avaient dans leurs valeurs et qu'ils pensaient importantes par rapport à leurs valeurs, et que la direction en fait écoutait vraiment et prenait ces exemples-là et les mettait en œuvre. Et que ça valorisait beaucoup l'ingénieur, quand il se posait ces questions-là, qu'il trouvait des méthodes pour l'aider à porter cette réflexion-là,
et à le présenter d'une manière un peu formelle à la direction ou à son N+1, et bien finalement, ça lui redonnait sens dans son activité et qu'en fait, techniquement, les industriels ne sont pas là pour détruire le monde. Enfin, rarement, on va rencontrer un industriel qui va dire, enfin, en tout cas, un chef d'entreprise, même d'une PME, qui va dire « Non, mais moi, je suis là vraiment pour détruire la planète. » Enfin, non, il va dire « Bah non, moi, j'essaie de m'en sortir pour que mes employés aient leur boulot, pour maintenir mon activité, etc. » Donc, en général, voilà. Mais par contre, au niveau des valeurs, on peut questionner tout ça avec des outils et des méthodes qui sont peut-être adaptés pour trouver, voilà, pour redéfinir un peu la stratégie de l'entreprise, voilà, mais de manière un peu plus ou moins pacifique, quoi. Et conviviale en plus, alors là, c'est top. Les faiblesses, bien sûr, il y en a hein, sur ces outils-là, donc notamment la problème sémantique et de terminologie, hein, la fonction sociale, partie prenante, voilà, des fois, c'est un peu éloigné quand même des outils classiques d'éco-conception plus traditionnels et normés. Donc, du coup, ouais, derrière un outil rationnel de type triple modèle, enfin, non, même pas ça, un outil calcul d'impact environnemental type ACV avec la norme ISO 14040 qui m'explique exactement ce que je dois faire et puis avec des critères voilà, que je quantifie. Et puis, remplir la matrice techno-conviviale, bon, c'est pas exactement pareil. Donc, il faut, ou les lignes directrices, c'est quand même des outils d'éco-conception qui sont sujets à interprétation. Et du coup, c'est souvent l'huile de coude qu'on va y mettre aussi pour que ça ait un intérêt. Si on le fait pour que ça ne sert à rien, ça va vraiment servir à rien. Il faut aussi avoir envie de s'en servir, quoi. Et donc, ça favorise quand même voilà, une réflexion qui peut aller vers une forme de radicalité des systèmes de conception classiques. Cette forme de radicalité est assez intéressante parce que du coup, elle peut voir émerger le soft trade, peut-être des conceptions un peu alternatives et se donner la possibilité, en tout cas le fait de dire au concepteur que c'est pas complètement débile d'avoir proposé cette conception-là et qu'elle a un sens au travers de la stratégie moyen-long terme qu'on peut avoir par rapport à l'activité économique de mon entreprise et ce qu'elle met sur le marché, enfin ce qu'elle propose comme fonction à la société. Voilà. Puis là, c'était un peu les menaces de l'utilisation de ces méthodes que vous allez voir si vous les utilisez avec vos étudiants. Voilà, donc ça va être la notion de temps, par exemple. À quel moment, en fait, on se donne ces séances de travail, quel temps on y met. Est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'on va proposer, en fait, et pouvoir articuler, sachant que si on est dans une analyse un peu sociopolitique, on va dire oui, ça dépend finalement un petit peu des politiques de mise en œuvre. Donc, on va se limiter à un périmètre d'action. Et donc, voilà, tout ça, ça va être des limites du concepteur, c'est-à-dire quelles sont les limites, en fait, de sa capacité d'agir. Mais saura créer les petits germes, en fait, de solutions de conception qui peuvent tendre vers et qui répondent à des principes pour aller vers en bac estif. Voilà. L'atelier paysan, on en avait parlé un petit peu. Vous connaissez un petit peu cet atelier-là? Ouais. Ça vous dit quelque chose? Moi, j'en ai entendu parler un petit peu parce qu'il y a eu un atelier de tech. Ouais. On en avait parlé aussi quand tu allais à la nuit. Ah oui, ouais. Et sur les deux moments, en fait, je n'ai pas pu m'y libérer comme je voulais. J'en ai juste entendu parler. C'est des choses que j'avais absolument. Ouais, en fait, sur le site, ils expliquent bien. En fait, eux, ils ont un rôle sur le site de l'atelier paysan. En gros, c'est l'idée de redonner la possibilité à n'importe qui veut faire de l'agriculture d'utiliser les technologies de conception classique, mécanique, l'ingénierie, redonner la possibilité de développer, par exemple, une herse, je sais pas moi, un labour, etc. Donc, ils ont des ingénieurs en conception mécanique qui font de la CAO, du dimensionnement, etc., qui font des plans, qui font de la formation. Ils ont aussi tous les corps de métier. On va retrouver des techniques traditionnelles de conception, de méthodes de mise en forme.
Mais l'idée, c'est de mettre tout en open dans un wiki et dans un... Voilà, et de faire aussi des ateliers où je peux moi-même aller pour faire ma machine, où je l'achète. Je ne sais pas s'ils vendent. Voilà. On a, donc là, on avait parlé du Low-Tech Lab. Ils affichent clairement leurs valeurs, utilité, accessibilité, durabilité, et puis leur mission, avec l'idée des wikis et dans le fond des exemples de tutoriels. Et en fait, là où... Enfin, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait eue tout à l'heure sur l'effet empirique de la démarche. C'est-à-dire que même si la finalité est de faire, par exemple, un four solaire, bah, à la fin, j'ai mon four solaire qui a un produit low-tech, qui, par exemple, moi, sur ma terrasse, j'ai mon four solaire, ce qui fait que, du coup, vraiment, ça cuit vraiment bien les trucs. Bon, c'est low-tech, ça marche. Mais peut-être que le processus pour arriver à la fabrication de ce four solaire, avec les tutos maintenant qui sont en ligne, ont été un processus qui a été une calamité au niveau impact environnemental, parce qu'il a fallu que je fasse 50 essais-erreurs avec plein de gens, etc. Et qu'au final, c'était pas voilà. Alors qu'on a des outils de conception qu'on apprend, nous, dans nos filières en génie mécanique, qui permettraient peut-être de réduire, en fait, enfin, d'être optimal, enfin, en tout cas, de limiter les impacts dans ce processus de conception. Donc là, vous avez l'exemple de l'atelier paysan où, clairement, ils ont des ingénieurs concepteurs en mécanique, experts là-dedans, qui utilisent vraiment, qui connaissent bien leurs outils, un peu comme voilà, les compagnons, voilà, des experts en techno, quoi, et en savoir-faire. Adapté à des processus. Et donc, c'est un peu la rencontre des deux qui, enfin, en tout cas, on a besoin des deux quoi, pour arriver à avoir à la fin une finalité et puis un processus qui est moins impactant sur l'environnement. Il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a aussi le processus. Typiquement, moi, dans mon université, là, on a un petit Fab Lab et on fait des mini-projets avec les étudiants. Et en fait, sous prétexte que c'est des mini-projets et que du coup, ils fassent des prototypes et qu'on veut qu'ils conçoivent et qu'ils manipulent et qu'ils fassent, quoi. Bah, du coup, des fois, on imprime des pièces, on se dit, oh là là, ça ne va pas du tout être fonctionnel, donc on en discute avec eux, non, ça ne va pas le faire. Bah, ouais, ils essayent, ça ne fait pas, effectivement, il y a des problèmes, etc. Il faut refaire, et à la fin, moi, je leur dis, bon, bah, ça fait partie du cahier des charges, en fait, du processus, que vous ayez un certain nombre de crédits, en fait, de crédits d'impact. Et donc, on fait ensemble. Et donc, eux, bah, s'ils veulent démontrer, par exemple, une fonction, bah, parfois, la fonction, ils peuvent la faire à échelle 1,5. C'est pas important pour certaines fonctions qu'elle soit à une échelle 1. Et donc, du coup, ils réduisent leur matière. Et donc, ils arrivent à un système qui rentre dans des limites en termes d'impact, enfin, en termes de crédit, quoi. Parce qu'en général, on dit, vous avez, je sais pas, par exemple, 100 euros. D'accord, 100 euros. Mais en fait, 100 euros, ça peut être une catastrophe environnementale. Hein. Donc voilà, il y a un côté un peu sympa. Un petit peu cette démarche-là au Webtech, c'est ouais. notre base. En fait, la vision des pièces à réaliser, ce que j'essaie de leur dire, c'est qu'avant de faire, pour l'exemple d'un étudiant qui travaille actuellement sur une guitare basse électrique, ouais. Et donc, il a son morceau de bois qui est la matière première, sur laquelle il peut usiner son appareil final. Puis, il a des éléments, des micros, des éléments comme ça qui vont rentrer dedans. Ouais. Des choses qu'il ne maîtrise pas parce qu'il n'a pas forcément les cotes. Ah oui, ouais. Donc, du coup, il veut quelque chose d'adaptable. Et donc, du coup, ce que je lui dis, pour ne pas utiliser ta planche et utiliser justement un minimum de ressources, on va aller chercher des chutes de bois qui viennent d'un autre atelier, qui ne sont pas adaptées, mais tant pis, on va les coller, on va les assembler pour faire le volume. Et on va faire éventuellement juste la partie micro pour voir si ça rentre dedans. On va faire une fois, on va faire deux fois. Après, on va intégrer un autre morceau et du coup, on va agrandir un peu la pièce. Ouais, c'est une forme d'éco-conception. Tout à fait. L'éco-conception de prototype, parce que en fait, je teste des valeurs fonctionnelles et donc j'utilise juste la surface fonctionnelle dont j'ai besoin ou la. En fait, moi, je n'utilisais pas ce terme-là, mais j'utilise la fonction intégration de micro. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, on a quelque part cette démarche, on l'avait, sauf qu'on n'avait pas forcément identifié comme éco-conception. Ben voilà. Ça fait partie des guidelines de design for sustainability quelque part.
tout à fait. Comme on a fait le parallèle avec l'impression 3D, Ouais. on leur a dit, on a des pièces à dimensionner, et plutôt que de faire tout de suite l'objet qui a prendre on va faire une partie à l'échelle 1 et une petite partie sur l'élément. Ouais. Bon, bah, je crois que je vais arrêter. Bah, voilà, mais de toute façon, c'est tout ce que je voulais montrer. Oui, ici, quand même, une dernière slide. Je voulais montrer une mise en récit, mais on s'en fout. La conclusion, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, toutes ces méthodes qui existent en design for méthodologie, elles peuvent s'appliquer à différentes étapes du processus de conception. Voilà. Je pense que c'est raisonnable dans la Du coup, dans les différentes méthodes, donc il y a c'est des outils. Donc, techniquement, l'idée, c'est de se passer de la CV, qui est un outil qui arrive et qui va faire évoluer localement, qui va donner une image de l'impact de mon produit, qui me donne une cartographie de différentes phases, différents composants. Mais là, je peux avoir une image plus globale. Il y a des méthodes par vision. Ah oui, enfin, la méthode des techno-conviviales, enfin, cette méthode sur la convivialité, elle peut se faire à différents moments, mais elle va plus quand même raisonner, enfin, elle peut raisonner sur le niveau produit aussi. Elle n'est pas forcément sur la stratégie de l'entreprise. Mais par contre, c'est vrai qu'on va vite déborder en fait du cadre. Ouais. Parce qu'on va choisir par exemple à son fournisseur. Et c'est un peu plus global quand même que ça re-questionne plus que simplement la vision ACV qui est le produit. C'est ce que je comprends. Enfin, en fait, l'ACV, c'est faire l'impact environnemental. Et une fois que j'ai le résultat d'ACV, si je veux reconcevoir mon produit, bah, je vais avoir besoin de ça. Oui, voilà. De voir un client, me questionner et aller chercher le produit. Merci d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. Si je reviens plus sur si je vais même plus loin sur le design, en fait, je peux même réfléchir par rapport aux différents éléments qu'on disait sur la consommation électrique, sur la consommation d'outils. Ah bah oui. Et donc en fait, on peut aller, dans toutes les méthodes de conception pour on questionne ça. Ouais, c'est des questions. L'éco-conception, en fait, c'est questionner vraiment tous ces aspects-là. La consommation d'énergie. En fait, tous les flux de matière et d'énergie qui sont besoin à chacune des étapes, mais avant et dans ces étapes, tous les process. Par exemple, tout à l'heure, on a vu quand il montrait les process d'extraction ou de raffinage de certains matériaux ou métaux. Bah, du coup, on se rend compte de tous les process qu'il faut. Et bah, finalement, moi, en tant qu'ingénieur, en tant que concepteur, je connais ces process-là. Enfin, certains. Pas tous, pas forcément sur l'extraction vraiment minière, mais par contre, je comprends que pour fabriquer cette pièce, cette chaise, il a fallu que je fasse de l'injection plastique pour certaines pièces, et du coup, ça a nécessité de faire des moules en acier ou de différentes formes de j'ai un assemblage avec de la mousse. La mousse, je sais bien que ça va être un polymère qui va être fabriqué avec, il va falloir que je mette en forme de mousse. Après, j'ai un textile c'est autre chose. Après, j'ai un certain des vis, c'est de l'acier. Donc, tout ça, en fait, le concepteur, en général, il connaît. Et donc, il a cette capacité de pouvoir se poser des questions. Et s'il n'a pas les réponses, il peut poser les questions à ses fournisseurs aussi. Et en posant les questions à ses fournisseurs, il responsabilise aussi toute la chaîne logistique, parce que là je parle du fournisseur, mais ça peut être l'usager, ça peut être quand il va aller voir le service marketing en mesure ou le service après-vente, disant là on a une réflexion là sur l'usage de nos produits, on n'est pas sûr, si on veut vraiment être radical, il faut peut-être qu'on vérifie si c'est utilisé comme ça ou j'en sais rien. Et du coup, le service marketing peut aussi dire ok, on va lancer une enquête, on va téléphoner ou on va demander aux gens de nous dire. On va aller voir chez nos revendeurs les défauts et les pièces cassées qui reviennent pour comprendre. Et pareil, si on pousse le bouchon un peu plus loin là, sur la fin de vie, on peut se dire que les concepteurs, ce serait une obligation d'aller voir dans les centres de tri et de regarder comment ça se passe après. Et de ne pas être juste en train de suivre la réglementation, mais d'aller voir si localement, les filières de filières de fin de vie et de traitement, comment elles s'organisent, et du coup, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer cette gestion. Ça va être une grosse remise en question, parce que là, ce qu'on discutait ça amènerait une grosse remise en question. Là, moi, j'ai vu
il y a 15 jours, des étudiants dans le cadre qui devaient démonter un appareil et mettre en avant une fonction de l'appareil. Et l'appareil, en fait, au moment de le démonter, le fabricant a mis juste des éléments qui sont indémontables. Donc, voilà, pour par pouvoir aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur, les étudiants étaient obligés de casser tout à fait. La coque design, en fait. C'est ça aussi sur l'approche low-tech. C'est aussi ça, c'est l'idée d'avoir la possibilité de réparer dans le sens où c'est non destructible. C'est que je peux aller dévisser. Oui, mais ce n'est pas la logique actuellement de certains. La logique, là, on est d'accord que tout ce qu'on a montré là, ça va quand même globalement à l'encontre des systèmes dans lesquels on est aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme si avant, enfin, je dirais, dans les années peut-être où il y avait moins de techno, enfin, on peut arrêter le partage là, mais il y avait moins de... On était quand même globalement dans un système qui permettait beaucoup plus de résilience. Il n'y a personne en ligne, c'est fini. Alors que plus c'est allé, plus on a rendu quand même les gens dépendants. Enfin, c'est vraiment la constatation d'Illich à la fin de sa vie, quoi. Donc il faut retourner vers une forme de l'approche produit-service. Si c'est moi qui suis responsable de la maintenance, du coup je vais organiser mes situations de maintenance. Enfin, par exemple, Eurocopter avant vendait systématiquement 2 hélicoptères dans les situations pour les sauvetages de gens. Et puis, ça devient quand même cher pour notamment pas des particuliers, mais des sauvetages, même des mairies, etc., de acheter leur propre flotte. Et donc, du coup, ils allaient vers des systèmes de location. Et dans les systèmes de location, de vente des kilomètres parcourus, du coup, c'est eux qui gèrent leur parc, donc la maintenance. Et donc, d'avoir un hélicoptère avec lequel j'ai besoin de faire des maintenances à des moments différents, ce qui nécessitait l'achat de 2 hélicoptères pour en avoir toujours un fonctionnel, ça devient, en termes de gains économiques, eux, pour l'offre de location, vraiment un problème. Donc ils ont dû revoir tout pour centraliser leur maintenance sur 30 jours, toutes les pièces. Et en fait, ils l'ont fait parce qu'ils ont changé de modèle économique. Et c'est pour ça qu'on force un peu vers l'approche de produit-service dans une optique que le fait que le concepteur, enfin, en tout cas l'entreprise, se réapproprie le produit, lui permet justement d'avoir la main mise sur ces choses qui nous paraissent évidentes, de pouvoir réparer, changer mon système, changer l'écran, changer le... Mais là, est-ce que... moi j'ai l'impression que c'est le modèle économique qui est en train de changer et qu'on va nous imposer sur les véhicules. J'ai l'impression que de plus en plus, en fait, les grands groupes... là, les véhicules électriques, ça va être de la cata. Voilà, ils vont sur des véhicules qui vont plus vendre, mais des véhicules qui vont être en location ou vente. Et c'est des véhicules qui ne savent pas se construire. En fait. C'est des véhicules qu'on pourra utiliser, mais qu'on ne sera plus propriétaire. Et du coup, justement, toute la maintenance et tout. Par contre, on va être